Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve après quelques semaines d'absence pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en live à la télé, sur vos réseaux sociaux via tablette, smartphone et compagnie. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités grâce au hashtag Accès Direct. Ce soir, nous parlerons d'apiculture, direction le massif des Bauges. Ce grâce à un focus sur la miellerie collective qui seront nos invités d'ici quelques instants. Ensuite, nous prendrons un grand bol d'air frais et ce grâce au eyeliner Nathan Paulin, un petit gars du reposoir mais qui détient déjà de nombreux records internationaux. Enfin, après les émotions fortes, nous ferons une petite pause bien-être avec la ligne de cosmétiques Douceur du Lac. En effet, sa créatrice sera avec nous sur ce plateau en fin d'émission. Mais avant cela, c'est l'heure des titres de l'actu qui seront développés dans le JT et pour ça, j'accueille Clémence. Salut Clémence. Salut Manu. Et avec toi, d'ici une petite demi-heure, on va parler de la privatisation des barrages hydrauliques. Absolument, alors ils font donc partie du paysage français. Donc les barrages hydroélectriques ont toujours été la propriété de l'État. Mais c'est peut-être quelque chose qui va changer. C'est du moins ce que voudrait la Commission européenne qui veut les ouvrir donc à la concurrence. On fait le point évidemment dans le JT. Autre temps fort du JT ce soir avec Ski Débrief, la grand-messe des stations françaises en fin de saison. Et oui, donc ça fait depuis 10 ans, c'est donc le rendez-vous incontournable des acteurs du ski, le Ski Débrief, comme tu le dis si bien Manu. Ils se sont donc réunis à Val d'Isère. C'est l'occasion pour eux de dresser donc le bilan de la saison hivernale. Et on retrouvera Victoria Lopez sur place. Pour en savoir plus, c'est à 18h30. Pétante, on vous donne rendez-vous. Merci beaucoup Clémence, je te laisse finir de te préparer pour le journalité. Mais en ce qui nous concerne, on va continuer sur l'actualité brûlante, car vous le savez, peut-être que vous nous avez suivis, car ce matin sur notre page Facebook, nous vous proposions un live de la future restructuration du réseau de bus annécien, la Cibra. En effet, à partir du 29 avril prochain, gros changement. Mais déjà, Fanette de Buisson a pu embarquer dans la future ligne Rythmo 2 entre Sénaux et Pringy. Cours de rattrapage. On vous propose un petit extrait. Ça se passe par ici. Et donc je vous montre pour être sûr que j'ai pas triché. Voilà, à partir du moment où le décompte s'enclenche, voilà, votre ITK est validé. Et donc là vous pouvez maintenant voyager. Et bon, on va y aller alors, on démarre. On y va. Donc là, j'ai 1 heure de ticket, mais si tout va bien, s'il n'y a pas de bouchon, on devrait mettre un petit peu moins de temps pour aller à Pringy. Jean-Luc Rigaud, bonjour. Bonjour, moi aussi je vais à Pringy. Vous aussi, ça tombe bien, on va au même endroit. Et puis Christophe Babé, directeur de la Cibra, bonjour. Bonjour. Alors, donc là, on est dans l'un des voyages, on voit au-dessus la nouvelle ligne Rythmo 2. On va parler un petit peu de toutes ces nouveautés. Mais avant, on va revenir un petit peu sur l'historique. Pourquoi un nouveau réseau? Il y a eu pas mal de changements, que ça soit au niveau du périmètre des collectivités, etc. à Annecy. Il a fallu ça pour pouvoir modifier ce réseau? Il a fallu un accélérateur à un moment donné et un catalyseur. Le catalyseur, ça a été la réalisation de la commune nouvelle d'Annecy. L'accélérateur, la création au même moment de l'agglomération qu'on appelle Grand Annecy aujourd'hui. Si on reste vraiment sur cette partie très urbaine, l'objectif premier de la restructuration, c'était lequel? Alors, l'objectif premier, c'est conquérir de nouveaux clients. Clairement, notre volonté aujourd'hui, c'est de proposer aux actifs, aux personnes qui travaillent, la possibilité de prendre le bus avec un niveau d'efficacité qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui. Des tracés plus rapides, plus directs, plus fréquents et plus tard. C'est ça l'enjeu de la restructuration du réseau. Et restructuration qui se fait autour de 2 lignes fortes, les lignes Rythmo 1 et Rythmo 2. Donc nous sommes là sur la Rythmo 2. C'est la première fois qu'un bus articulé roule sur cette ligne-là. Donc vous l'inaugurez avec nous, avec grand plaisir. C'est un enjeu, mais il est clair qu'à partir du moment où on sait répondre à des personnes qui travaillent, toutes les autres personnes de l'agglomération seront hyper intéressées par ce nouveau réseau. Puisqu'on est arrivé, on va descendre du bus pour terminer ce live. On va sortir à l'avant exceptionnellement. Je crois que normalement on sort plutôt au milieu. Merci beaucoup, tout s'est bien passé. Super, merci beaucoup. Merci. L'étape d'après. Si on reste dans le domaine du réseau Rythmo, c'est l'année prochaine lancer une 3e ligne, la ligne 3, Rythmo 3, et adapter, je dirais, le réseau sur les éléments qu'il faut encore adapter. On reste modeste à la Cibra, on sait que le produit qu'on va mettre en place va répondre à beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes.
mais on sait aussi qu'on va devoir l'ajuster. Ça fait partie de l'agilité qu'on doit avoir. Un réseau de transport en commun, ça doit être mobile, il doit pouvoir s'adapter. Sur le réseau interurbain, là aussi, il y a un enjeu, puisque aujourd'hui, les réseaux de la Cibra, ce sont plusieurs réseaux urbains et réseaux interurbains. C'est une meilleure connexion de ces deux réseaux. Donc, elles existent. C'est plus de fréquences, plus d'offres sur les lignes du bord du lac. Donc, plus de bus, plus d'interconnexions. C'est aussi le titre unitaire qui sera valable 2 heures. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Quelle échéance, ça? Échéance 1er septembre. Au 1er septembre, quelqu'un qui fait un trajet de plus d'1 heure ne sera pas obligé de reprendre un titre de transport. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle du Grand Annecy, il a fallu étendre la durée de validité du titre de transport. Pour l'agglomération et l'ensemble de ses communes membres, c'est un accompagnement aussi sur les infrastructures, parce qu'on sait très bien qu'il va rester quelques points noirs ou des points difficiles. Quand on va aller sur, par exemple, Métais, et Pagny ou Poisy, il faut traverser le Fier. Le pont de Tasset, ça peut coincer encore. Donc des travaux d'infrastructure pour améliorer les franchissements des points noirs ou de certains carrefours. Créer progressivement des lignes de bus en site propre là où il y a besoin. On pense évidemment à la ligne le long du lac. À terme, on en aura évidemment besoin de cet axe-là pour que l'ensemble soit fluidifié. Et puis, en parallèle, et c'est l'étape suivante encore, on lance les études de tramway. Probablement sur les mêmes axes au début, les Glaisins, Sénaux, Est-Ouest, Nord-Sud, on sait bien, plus l'étude sur les lignes du long du lac, mais ces études-là sont démarrées maintenant de façon à répondre et à faire passer finalement Annecy et son agglomération dans l'étape suivante. Au fond, nous avions un réseau de transport en commun organisé pour une ville de 50 000 habitants dans une agglomération de taille tout à fait moyenne. La ville d'Annecy et ses 130 000 habitants, l'agglomération et ses plus de 250 000 habitants et les aires d'influence autour nécessitent aujourd'hui une réflexion à cette taille-là. Donc voilà, lundi 29, et puis donc il y aura des équipes sur place dès demain pour répondre à toutes les questions. Il y a la nouvelle application, on en a parlé, le site internet avec toutes les infos. J'espère que ce petit direct entre Courrier et Pringy vous a intéressé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt sur 8 Mont Blanc. Merci Fanette, et pour le live complet bien sûr, ou en tout cas le différé, direction notre page Facebook où bien sûr vous pourrez revoir l'intégralité de tout ce programme. Mais grâce à la magie du direct, nos invités ont débarqué en la personne de Antoine Volpi, président de l'association de la Mielerie des Bauges. Bonjour. C'est ça, Bienvenue. bonjour. Merci. Il est accompagné de Marion Christinelli. Pardon. Oui, exactement, Manu. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue également. Merci. Vous êtes jeune apicultrice depuis quelques petites années, membre bien sûr de l'association. Alors déjà, je vais commencer droit dedans. La Mielerie des Bauges, c'était une première française, c'était unique au moment de sa création, donc 2011, 2014. C'est ça, on est une association qui a été créée en 2011. Suite à quelques années de réflexion en partenariat avec le Parc des Bauges, massif du Parc des Bauges. De ça, l'association a été créée en 2011. On a mis quelques années à mettre en place ce projet, à trouver des financements, puisque voilà, on était la première mielerie, on a été la première mielerie de France. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le milieu trop, on va préciser, une mielerie, question bête, ça consiste en quoi ? Alors c'est tout simple, en fait on mutualise un local et du matériel. Nos adhérents sont des apiculteurs, tout type d'apiculteurs. Donc il faut avoir des ruches déjà. Il faut avoir des ruches, ou avoir envie d'avoir des ruches. On ne donne pas encore de cours d'apiculture, mais ça pourrait être quelque chose qu'on envisagera dans les années futures. Et à partir de là, on vient, donc c'est à Saint-Eustache que ça se passe. Saint-Eustache, sur la commune de Saint-Eustache. Et on peut tout faire, tout ce qui concerne les abeilles. Exactement. De A à Z. Voilà, on a tout le matériel pour extraire son miel jusqu'à la mise en pot. Et la mielerie offre aussi aux adhérents qui le souhaitent un réseau commercial. Alors, Marion, vous avez commencé l'apiculture il y a quelques années maintenant, 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que peut offrir à un jeune agriculteur comme vous la mielerie, cette association? Eh bien, en fait, c'est un coût au niveau de l'extraction parce que le matériel est quand même très onéreux. Alors, on parle de quoi quand on parle de matériel? Alors, on parle en fait d'extracteurs. Vous voyez par exemple ces griffes utilisées pour désoperculer donc les cadres. Et après, la centrifugeuse, une sorte de gros panier à salade où en fait le miel gicle et après est récupéré au travers de seaux pour
pour être soit goûté ou après mis en pot pour la vente ou alors pour la consommation personnelle. C'est un concept qui a vraiment fait un boom ces dernières années, avec un nombre d'adhérents toujours constant, croissant en tout cas. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on a atteint un certain rythme de croisière peut-être on est très content des résultats qu'on a eus ces dernières années, puisque notre association, jusqu'à présent, elle a augmenté progressivement pour atteindre en 2018 72 adhérents. Et on a extrait 12 tonnes de miel, qui est quand même assez conséquent. À savoir que quand on a commencé cette réflexion de la mielerie collective des Bauges, on s'était positionné plutôt sur les 8 tonnes pour pérenniser un peu l'association. Aujourd'hui, 12 tonnes. Alors, on a encore des capacités au-delà. Alors, on peut recevoir encore plus d'adhérents. Hein. On n'est pas limité à 72. On peut encore accueillir bien plus d'apiculteurs. Donc ça veut dire que maintenant, il faut gérer ces créneaux et réserver ces créneaux bien en avance, j'imagine. Mais voilà, on a un outil. On s'est équipé d'un site internet que Marion gère très bien, d'une page Facebook. Et le planning de réservation est sur notre site internet. Les gens réservent leur planning. On a 2 personnes qui sont référents du planning. Une fois que les dates sont validées, voilà, l'apiculteur, on lui donne les clés. Et après, c'est lui-même qui... Avec un digicode pour rentrer. C'est lui-même qui va extraire son miel, le mettre en pot, voilà. Et le tout uniquement pour 30 €. Voilà. Alors, c'est vrai que vous, ça vous a apporté vraiment cette facilité. C'était possible de faire sans déjà? C'était possible de faire sans, mais avec un gros prêt et puis d'une façon beaucoup moins joyeuse, amicale et fraternelle. Quand on débute l'apiculture, c'est bien d'être entouré par des personnes qui en font depuis pas mal de temps. Donc, président a aidé à la tâche. Ça fait partie aussi de nos valeurs qu'on a fondé cette association dans nos statuts. C'était aussi de développer cette filière apicole, mais aussi d'unir les apiculteurs ensemble, du débutant jusqu'au professionnel. Puisque dans notre local, on peut extraire à plusieurs. Un débutant peut côtoyer un professionnel, par exemple, ou un semi-professionnel, un plus réactif. C'est vrai que c'est la particularité justement de cette association et de pas en la France. Miellerie, c'est-à-dire de pouvoir accueillir des professionnels, des apiculteurs professionnels qui en font commerce de leurs produits. Leur activité principale, bien sûr. D'ailleurs, on a 2 professionnels dans l'association qui nous font confiance, qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. On est très content de ça. C'est des jeunes professionnels qui se sont installés il y a peu de temps. Donc pour nous, c'est vraiment ce qu'on souhaitait, c'est apporter une aide à cette profession. Elle en est où justement cette profession aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à peu près à l'équilibre? On parle toujours du manque d'abeilles, de la mortalité des abeilles. C'est très lié à l'environnement. Bon, on est situé dans les Deux-Savoies, dans un environnement qui est relativement sain par rapport à d'autres régions françaises. Mais l'apiculture connaît aussi des difficultés. Donc c'est un outil aussi qui vient en aide aux apiculteurs et notamment aux jeunes professionnels. Ça leur évite d'investir des sommes importantes dans un local, dans du matériel. Le temps qu'ils se fassent une trésorerie, ils peuvent venir chez nous et se lancer. Et alors, au cas où il y a des jeunes apiculteurs ou des apiculteurs en devenir qui nous écoutent, comment on fait pour rejoindre les rangs de l'association? Est-ce que... C'est simple, Marion. Tout simplement. Il y a des outils de communication qui existent. Soit sur notre page Facebook ou soit via le site internet où vous pourrez trouver toutes les informations. Les coordonnées. Donc c'est mielleriecollectivesdesbauges.com. Il faut dire aussi qu'on organise des stages de nougat en dehors des périodes d'extraction. Il n'y a pas que le miel. Non, il n'y a pas que le miel. Il y en a pour tous les goûts. C'est ça, on a voulu vraiment valoriser le produit jusqu'au bout et puis l'ouvrir à un public beaucoup plus large. C'est une façon aussi pour les gens qui viennent participer à ces stages nougat de découvrir aussi le miel. Autrement que sur des tartines. C'est ça. On va laisser justement les gens se faire leur idée et s'imaginer plein de choses comme ça, ils viendront encore plus vers vous. Je suis désolé, on arrive à la fin du temps qui vous est imparti. On pourrait continuer pendant des heures, bien entendu. D'ailleurs, je pense qu'on reviendra vous voir au cours de l'été quand il y aura plein d'extractions. Avec plaisir. Je vous invite avec plaisir à venir lors d'une séance d'extraction de miel. Bien sûr. Et pour goûter, bien évidemment. Ou visiter le rucher pédagogique ou le stage nougat. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Je vous laisse repartir en direction de la régie. Le temps pour moi d'accueillir notre prochain invité en la personne de Nathan Paulin. Monsieur Nathan,
Bienvenue. Merci, bonjour. Alors toi, tu es eyeliner, slacker. Alors déjà, à la base, comment on dit? Est-ce qu'il y a un terme particulier? Alors on dit eyeliner, slackliner. J'aime pas dire, des fois on dit slacker. En anglais, ça veut dire un peu ramolli, slacker. Donc on dit, ouais, moi j'aime bien dire slackliner ou eyeliner. Eyeliner, c'est dans le vide. Slackliner, c'est au ras du sol. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas encore du tout la discipline, aujourd'hui c'est un véritable sport. Le concept est très simple, se suspendre sur une sangle au-dessus du vide, d'essayer de faire la plus grande distance possible, ou pas forcément, mais en tout cas d'avoir des sensations fortes. Toi, comment t'en es venu de te dire oh, ma passion dans la vie, c'est de me mettre en mode funambule au-dessus du vide comme ça? Alors ça a été, ça n'a jamais été une envie comme ça. J'ai pas vu une vidéo puis je me suis dit tiens je veux faire ça. En fait j'ai commencé au ras du sol. À la base c'est les grimpeurs qui font ça, ça vient de l'escalade. Et j'ai un ami grimpeur, donc exactement un ami de mon frère qui m'a montré ça. J'ai commencé à marcher sur une sangle, c'était en 2011. Et en fait ça m'a rapidement passionné, piqué. Ça captive toute l'attention. Moi, je suis quelqu'un qui était assez dissipé à écouter ce qui se passe à droite à gauche. Et là, le fait de pouvoir mettre toute mon attention sur une seule chose, un peu comme de la méditation, ça m'a vraiment plu. Ça, je l'ai analysé un peu plus tard. Hein. Au début, je ne me suis pas rendu compte, mais je passais des heures à faire ça, à faire ça, à faire ça. Et quand en fait, le fait de le faire dans le vide, c'est vraiment complètement différent. La première fois que j'ai essayé dans le vide, j'étais terrifié. Je n'ai pas aimé, en fait. Je n'ai pas aimé me faire peur, simplement. Et en refaisant au ras du sol, en étant de plus en plus entraîné parce que j'en faisais vraiment des heures et des heures. J'ai réussi à maîtriser, à avoir confiance en moi pour en faire dans le vide. Alors c'est vrai, tu le disais, à la base c'était une pratique un peu dérivée, un peu en mode entraînement de grimpeur. Aujourd'hui c'est vraiment un sport à part entière. Il n'y a pas encore de fédé. C'est pas exclu qu'on y vienne à un moment donné. Alors non, c'est pas exclu, c'est en train de se mettre en place, il y a des discussions. Moi je suis partagé. Ça casserait un peu le côté liberté, ça permettrait aussi d'être plus reconnu, d'avoir des autorisations dans certains cas. Moi, je ne suis pas pour partir dans le côté compétition, mais c'est vrai que ça permettrait aussi d'encadrer la pratique d'une manière un peu plus saine que maintenant. Parce que maintenant, c'est un petit peu... par exemple, moi, j'ai fait récemment un stage dans les gorges du Verdon où j'encadrais de la highline. Et là, la limite est floue. On surfe un peu sur une vague, on ne sait pas trop comment on est dans le cadre légal. Après, si on ne pense pas à l'égalité, dans une fédération. La slackline, la highline a connu un véritable boom ces dernières années, autant au nombre d'adhérents qu'en nombre de records d'homologation. Comment tu vois le futur de cette discipline? Alors, c'est pas évident. On me pose souvent la question comment je vois le futur. Il y a eu une grosse montée au niveau des gens qui font de la slackline. À Annecy, par exemple, on voyait de plus en plus de monde en faire. Et on en voit toujours, mais ça a un petit peu stagné à un moment. Et là, je ne sais pas trop. Du coup, il y a de plus en plus de highliners parce que forcément, quand on commence au ras du sol, après, on a envie d'en faire dans le vide. Donc là, ça monte toujours. Et moi, j'aimerais bien que ça reste simple, comme ça a toujours été, et que ça reste une communauté ouverte. Moi, c'est ça qui m'a vraiment plu aussi. C'est le fait il y a les meilleurs qui côtoient les débutants. Et c'est ouvert. Pour voyager, c'est génial. On va à l'étranger, on trouve d'autres gens qui font ça. On va chez eux. Enfin, c'est vraiment... Moi, j'aimerais bien que ça reste dans cette optique de partage, d'échange et puis d'amoureux un peu de la nature et d'un côté un petit peu zen aussi qui me plaît bien. Alors après, comment ça va évoluer, je ne sais pas. Là, il y a une des plus grosses marques qui est en train de disparaître, qui s'appelle Slack.fr. Ils sont des copains qui habitent à côté. Et ils s'arrêtent parce qu'ils ne peuvent plus en vivre actuellement. Donc je tiens aussi à leur faire un petit coucou parce que c'est grâce à eux que je suis ici et aujourd'hui, dans quelques mois, ils s'en vont. Et d'ailleurs, si vous allez sur leur site, ils vendent leurs sangles, il faut y aller. Faut y aller, c'est le moment. C'est ça. Alors, il y a quelques années, c'est vrai qu'il y avait une course au record. Toi, tu as détenu en tout cas plusieurs records du monde, tant en distance, en urbain, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a le virage qui se fait. On ne sait plus tant la course au record, on l'évoquait en préparant l'émission, mais il y a plus la recherche de l'esthétique. Alors oui, moi c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui me passionne c'est vraiment plus les records. Il y a une époque, je voulais faire des grandes distances parce que ça me permettait toujours de me concentrer. Donc j'allais plus loin, plus loin, plus loin. Et maintenant, ça m'a permis de faire plein de choses différentes. Quand on fait 1600 mètres, on peut traverser un paquet de vallées, on a un paquet de choix. Et je suis plus orienté sur des projets, on va dire, esthétiques, qui soient beaux, de se dire, tiens, là, je vais aller mettre une ligne. Et comment je vais faire pour la mettre cette ligne? Et pour la mettre, je ne vais pas la mettre seule, parce qu'on ne peut pas mettre une highline seule, ça c'est hyper important.
on voit toujours un seul bonhomme sur la Slack, mais il y a toujours une équipe derrière. Et une grosse préparation, j'imagine. Ouais, une grosse préparation, une bande de copains qui va faire un projet. Et donc, voilà, c'est ce côté un peu esthétique qui me plaît. Là, je suis parti récemment sur un bateau qui s'appelle My One, qui était aux îles Marquises. On a un film qui sort bientôt là-dessus. Je suis parti avec un copain qui s'appelle Anthony Newton et on a été faire du parapente comme là. On a été faire un peu de base jump et beaucoup de highline sur les îles Marquises à l'autre bout du monde. Ouais, c'est quoi tes prochains projets? Alors là, les prochains projets, moi j'aimerais bien faire des choses en haute montagne. J'ai pas mal de choses qui se calent, avec notamment Antoine Monville des Flying Frenchies. Les Flying Frenchies, c'est un peu les précurseurs de la highline, les précurseurs de Skyliners à l'époque. Les Skyliners, c'est ça, ouais. Ça, c'était leur premier nom, ça, exactement. Et Antoine, il est guide. J'ai mon petit frère aussi qui est bientôt guide de haute montagne, qui m'amène vers ce milieu-là de la haute montagne. Et aller mettre des grandes highline en haute montagne, c'est un peu le nouveau challenge. Et c'est beau, quoi. C'est simplement beau. Maintenant que je sais faire de la highline, j'ai envie d'aller le faire dans des endroits un peu plus difficiles d'accès et puis où il est plus difficile d'évoluer simplement. Une dernière question très très rapidement. C'est vrai qu'on là on te voit chez toi au reposoir mixer un petit peu les disciplines. Ça reste également un superbe moyen de communiquer, de mettre en avant la montagne. Oui, c'est ça. La highline, ça permet de mettre un peu en valeur un endroit. On va super souvent en Chine. En Chine, c'est les offices du tourisme qui nous appellent. Ils disent tiens, on veut faire parler de chez nous, on veut faire parler de notre endroit. Par exemple, on va dire que le reposoir est un village chinois et on veut faire parler du reposoir. On met une highline et ça met un peu en valeur le paysage derrière, ça sublime le paysage. Et nous, ce qui nous plaît, c'est vraiment l'endroit. La highline, elle est toujours à peu près pareille, mais quand on est dans un endroit magnifique, on est imprégné de cet endroit. Et sur une highline, on est aussi, moi, je me sens un peu plus sensible. Et quand je suis dans un endroit qui est beau, j'ai des sensations qui sont aussi meilleures. Ça aide. En tout cas, merci beaucoup, Nathan, d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci on est amené à se revoir. Et bon courage. Je te laisse repartir en direction de la régie pour accueillir notre dernier invité, Dounia Megarditian. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes la créatrice de la ligne de cosmétiques Douceur du Lac. Oui, tout à fait. Après le vertige, etc., on va se poser un peu, on va prendre le temps. Parce que c'est vrai que le bien-être, on n'en parle pas assez, jamais assez. Aujourd'hui, vous avez créé justement, il y a un an à peine, cette ligne de cosmétiques qui se veut très très bio, très respectueux de l'environnement. Comment vous en êtes venu là? Parce qu'à la base, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas votre première carrière. Non, alors je suis moi issue d'une activité professionnelle dans le management dans le textile, donc complètement différent. Après, c'est vrai qu'après plus de 10 ans dans cette activité-là, j'avais envie vraiment de passer à autre chose. Et une de mes autres passions, qui a toujours été le monde esthétique. Et c'est pour ça que voilà, je voulais une nouvelle vie professionnelle, m'épanouir justement dans un nouveau domaine, à l'aube de la quarantaine. C'est très important pour une femme de s'épanouir à cet âge-là aussi. Et c'est pour ça que j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai effectué j'étais pendant un an à l'école. En formation esthétique, j'ai préparé un diplôme. Vous aviez déjà à ce moment-là l'idée précise de ce que vous vouliez faire? Les Douceurs du Lac est venue après ou avant? J'avais, on va dire, une idée globale qui s'est vraiment peaufinée au fur et à mesure que j'ai fait des formations. J'ai fait aussi une étude de marché dans la région de Haute-Savoie. Donc ça m'a vraiment permis de peaufiner ce projet et de créer une gamme cosmétique qui puisse vraiment répondre à ce que les personnes recherchent vraiment dans notre région. Pourtant, c'est assez difficile. Enfin, aujourd'hui, des cosmétiques, il en existe pléthore. J'imagine que c'est un marché très, très concurrentiel. Comment on arrive à faire sa place au milieu de tout ça? Alors, pour ma part, j'ai vraiment voulu donner un point important en ce qui concerne le contact avec les personnes. Donc, je me démarque vraiment en étant très proche de la clientèle par le biais de réunions à domicile, d'événements à Annecy ou ailleurs. Je rencontre souvent des personnes qui souhaitent me rencontrer tout simplement pour découvrir la gamme autour d'un café. Et c'est ce côté-là que j'ai voulu vraiment mettre aussi en avant parce que dans les magasins spécialisés, parfumerie, cosmétiques, le contact est un peu plus froid, on va dire. Il y a ce petit blocage et c'est vrai que il est toujours plus agréable d'avoir déjà la créatrice de la marque. En elle-même, en personne. Voilà, pouvoir tester, pouvoir poser les questions.
avoir des réponses. Il y a aussi tout un effet un petit peu bio, puisque la plupart de vos produits sont au-delà de leur composition, vraiment dans la mouvance bio. Oui, tout à fait. Et cela répondait vraiment à cette étude de marché où les personnes étaient vraiment à la recherche de produits bio, que ce soit des packaging aussi recyclables, que les parfums soient assez subtils mais en même temps très agréables, les textures aussi, que ce soit pas trop épais, pas trop imposants. Donc voilà, ça englobe tout ça. Et après, au niveau des ingrédients, vous allez avoir beaucoup d'aloe vera bio, de la pomme bio, de la framboise aussi, par exemple pour la crème anti-âge. Vous avez du miel pour le baume à lèvres, du thé blanc bio, qui permet vraiment de donner de l'éclat au visage. Sacrée gamme quand même. Oui, tout à fait. Après, des nouveautés aussi sont en cours. Donc j'ai commencé avec 8 références. Actuellement, il y en a 10. Et là, bientôt, un lait pour le corps va arriver, un gommage aussi. Et voilà. Et dans l'objectif aussi de créer une gamme pour bébé. Alors, si on veut en savoir plus, c'est direction le site internet que ça se passe ? Oui, tout à fait, douceurdulac.com. Et après, il y a aussi les réseaux sociaux, Instagram, Douceur du Lac Cosmétique et Facebook. Et bien évidemment, vous le disiez, de nombreux événements auxquels vous participez dans les parages, en France et même au-delà ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait un peu le tour en France, à Paris, à Montpellier, à Annecy, bien sûr. J'étais en Suisse aussi, où j'ai effectué des réunions à domicile, des meetings beauté, on va dire. Et même si on est laid, on a le droit de venir Oui, bien sûr, tout à fait. Après, les réunions à domicile, c'est plus cocooning, c'est chez quelqu'un, c'est la personne qui se porte hôte. C'est plus les connaissances de cette personne-là qui vont participer à ce type de réunion. Après, les événements, comme j'en ai organisé à Annecy dans des lieux publics, là, vraiment, les personnes peuvent venir, découvrir la marque, tester, et tout ça autour d'un petit apéro assez sympathique. Et ça permet vraiment d'avoir un échange chaleureux. Tout simplement. Et ben voilà, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Dounia, en tout cas, d'être venue jusqu'à chez nous. Bon courage pour la suite, en espérant que la gamme s'étoffe. Oui, merci beaucoup. Merci à vous pour m'avoir invité et à bientôt. C'est un plaisir. Je vous laisse repartir direction la régie. Juste le temps pour Clémence de revenir pour le rappel des titres qui seront développés d'ici quelques instants. Et avec toi, juste après la pub, on parle de la privatisation des barrages hydrauliques. Alors, privatisation, peut-être, peut-être pas. Du moins, ils ont toujours fait partie de l'État. Et la Commission européenne voudrait donc les ouvrir à la concurrence. On va faire le point dans le journal. Avec Sébastien Germain, un autre sujet important ce soir, c'est le ski débrief. Le ski débrief, c'est donc le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du ski, les professionnels du ski. Ils étaient aujourd'hui avec Victoria Lopez. On va voir ça aussi dans le journal. Quelle chance. C'est juste après la pub, c'est dans le JT. Ne bougez pas, on revient dans un instant.